Bien, ce que je propose, c'est qu'on passe à alors, on en a déjà un peu parlé, mais à la question des faits. C'est-à-dire que, ça, c'est un problème, qui remonte à au début du journalisme, ça a toujours existé. Mais je trouve que dans la période actuelle, depuis un certain nombre d'années, les choses se passent un peu différemment, quoi. Avec les fake news et avec cette idée finalement que la réalité n'existe plus, tellement elle est, reconstruite, manipulée, et finalement quelque part, l'opinion est une vérité ou la vérité devient une opinion. Et je pense qu'on est dans un monde qui devient plus complexe de ce point de vue-là. Il y a plus ces références sur lesquelles peut-être on pouvait s'appuyer. Il y avait une réalité relativement objectivable et là, aujourd'hui, on a l'impression que même cette réalité objectivable, avec des preuves concrètes, eh bien, finalement, ça ne pourrait être, pour certains, ramené qu'à une forme d'opinion, quoi. Et donc, comment est-ce que vous alors évidemment, l'archétype, c'est Trump en ce moment, mais pas seulement. Alors, comment vous réagissez par rapport à ce déferlement de rapports, aussi baroques, aux faits? Daphné, si vous voulez bien, et après on passera la parole pour que le public puisse exprimer ses mots. Ah bah, ça, c'est un bouleversement absolument majeur, pour nous journalistes. C'est le concept de vérité alternative, le fait d'être contesté dans ce qui fait le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'établissement de faits aussi, heu, vrais et objectivés soient-ils, même si évidemment la vérité n'existe pas, l'objectivité n'existe pas, c'est des concepts, compliqués, mais au cœur de notre métier de journaliste, tous ici, c'est le souci de croiser ces informations, d'être le plus crédible possible, de donner la voix à tous les camps possibles, de vraiment d'essayer d'objectiver au maximum une réalité, grâce à des analyses, mais aussi des témoignages, des reportages, le terrain ne ment jamais. Ça, c'est important et je suis vraiment une grande convaincue de l'avenir du journaliste réside dans le reportage et l'investigation. Il ne nous restera plus grand-chose demain, à part ces deux catégories de choses. Donc, voilà, avec l'intelligence artificielle. Bref, on pourrait en parler des heures. Sur le sujet des faits, je vais donner vraiment du point de vue de l'AFP quelque chose de très frappant qui montre le bouleversement que produit tout cela sur notre profession. J'ai commencé il y a 25 ans à l'AFP. Il y a 15 ans encore, des gens appelaient, bref, j'étais encore à Paris avant d'aller à Washington, les gens appelaient sur des sujets quelconques et me disaient, ou nous disaient, attendez, il y a cette info qui circule, j'aimerais la démentir, parce que je suis concernée, et donc je voudrais apporter un démenti à cette information. Et là, le réflexe, c'est de regarder le fil de l'AFP, on ne trouve rien, on n'a pas écrit dessus. Bon. Et là, la réflexion, mais vraiment de façon très spontanée et naturelle, c'était, mais madame, monsieur, en fait, on n'a pas écrit dessus. Si l'AFP n'a pas écrit dessus, ça n'existe pas. Donc, on ne va pas écrire sur quelque chose de faux ou qui n'existe pas. On va lui donner de l'existence. Donc, on ne va pas écrire une dépêche pour dire que vous démentez quelque chose sur lequel on n'a rien écrit parce que justement, on a estimé que ça ne valait rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe 15 ans plus tard? Eh bien, l'AFP, il y a une équipe de 150 personnes dans le monde qui fact-check toute la journée. Et que donc, ce qui paraissait complètement incongru, et où en fait notre profession, son essence était de ne rapporter que des faits vérifiés, aujourd'hui on se retrouve à vérifier des faits qui ne sont pas des faits et à devoir démontrer que ce n'est pas la vérité, ce qui est quand même totalement orwellien. Et pourtant, c'est une vraie filiale maintenant, enfin une filière, un service entier dédié jour et nuit au fact-check, donc à la vérification d'informations particulièrement numériques devenues virales et qu'il nous faut démonter, débunker dans le langage spécialisé. À coup de... Enfin, c'est une vraie contre-enquête pour démontrer des informations parfois totalement absurdes, mais qui ont une viralité extrême sur les réseaux sociaux et qui donc deviennent dangereuses. Et donc, l'AFP fait ça, on est parmi je crois, les plus gros services de fact-check au monde.
Et donc, voilà, je voulais juste dire ça parce que. Et alors, le truc, c'est est-ce que ça a une efficacité? Eh bien, malheureusement, pas forcément. Mais disons qu'on compare ça à un Doliprane. C'est-à-dire que ça ne vous guérira pas, Ça ça ne soulage. soignera pas le mal, mais le mal de tête va passer un moment. Ça fait baisser la fièvre, en fait. Ça ne soigne pas la maladie, mais ça fait baisser la fièvre. C'est en tout cas la modeste ambition qu'on a en faisant ce travail. Euh, j'ai plein d'exemples. La guerre à Gaza, la guerre en Iran a donné lieu à des milliers de fake news que nous essayons tant bien que mal de démonter. C'est parfois facile, parfois plus compliqué, avec toutes des techniques de sources ouvertes, d'images renversées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des techniques, des outils qui permettent, par exemple, de vérifier si une image est générée par IA ou pas, si une image ressort complètement sortie de son contexte et que finalement cette image date d'il y a 15 ans, a été prise dans un autre pays, etc. Comme par exemple l'exemple du pilote, d'un des pilotes américains qui s'est crashé en Iran. Il y a une foultitude de fake news autour d'un de ces pilotes où il y a eu l'apparition comme ça de vidéos d'un pilote américain, effectivement, qu'on voyait soi-disant capturé par l'Iran et qui s'exprimait pour condamner les États-Unis, etc. En fait, on s'est rendu compte que c'était l'image d'un pilote qui, en effet, avait été capturé, mais en Irak, en 91. Mais bref, on peut faire tout un tas de choses. Donc, c'est important de faire ce travail, mais c'est un puissant fond. Et pour finir et laisser la parole à mes confrères, euh, euh, ce qui est encore plus déprimant, c'est que parmi les plus gros contrats que nous avions à l'AFP, c'était notamment avec Meta et avec Facebook. Mais pourquoi? Parce que justement, on avait convenu de non pas pousser à la censure les fake news virales qui circulaient sur leurs réseaux sociaux, mais d'associer systématiquement, il nous permettait finalement d'associer nos fact-checks dès que cette fake news apparaît sur Facebook, par exemple, eh bien, automatiquement, notre fact-check apparaît en dessous. Attention, lisez ça pour avoir un éclairage, voilà. Et ça a été vérifié et ce n'est pas exact, etc. Donc, c'était un moyen pour nous, même si ça, voilà, le fait de passer un contrat avec Meta, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Mais avant, ils toléraient, ils voulaient ça. Ils voulaient ajouter ça comme service à leurs clients. Eh bien, depuis l'élection de Donald Trump l'année dernière, Meta a annulé tout bonnement nos contrats aux États-Unis. Donc, et je pense qu'on va vers une annulation mondiale dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, on nous coupe même les canaux qui nous permettent de communiquer ces vérifications d'informations extrêmement bien faites et rigoureuses. Donc, voilà, c'est le triomphe malheureusement à venir de la vérité alternative. J'espère que ça ira pas jusque-là, mais c'est très inquiétant. Ouais. Voilà. Sur cette question, j'ai l'impression que la raison la cause de ce que décrit Daphné, c'est qu'en fait, les faits sont une opinion. Ils sont une opinion pour ceux qui les lisent. C'est particulièrement vrai au Proche et au Moyen-Orient. 30 000, c'est reçu comme une opinion, pas comme un fait. Et, et aujourd'hui, on est devant cette situation-là où les faits qui dérangent ne sont pas acceptés comme des faits même qui dérangent, mais sont considérés comme des opinions, donc des mensonges. Et c'est très difficile de lutter contre ça. En même temps, il y a une défiance dans tout ce qui est discours officiel, y compris incluant la presse, pas seulement la presse, c'est vrai pour les politiques, etc. Et on est sûrement partiellement coupable. Mais ça n'empêche, je suis complètement d'accord avec Daphné, ce qui nous reste, c'est le travail de terrain, l'enquête et le reportage. J'ai en mémoire, d'ailleurs, ça permet parfois de lutter contre des mots. J'ai en mémoire la création d'une colonie il y a 25 ans, qui était vraiment conçue comme pour couper la route entre Bethléem et Jérusalem, qui s'appelle la Roma. Pendant des mois avant de poser la première pierre, Netanyahou a expliqué: je construis un nouveau quartier dans ma capitale.
Vous n'avez pas le droit de construire un nouveau quartier à Washington, à Paris, à Madrid. Et à force de le répéter, d'être cité, il est quand même Premier ministre à l'époque, hein, les gens finissent par accepter ce discours. Sauf que le jour où il pose la première pierre, il suffit de faire le tour de la colline pour voir que derrière les pelleteuses, il y a des chars de combat. Dans quelle capitale vous avez besoin de chars de combat pour créer un nouveau quartier? Donc ça suffit. Moi, ça me suffit. J'ai l'impression que j'ai fait mon travail. Ça n'a rien changé peut-être, mais je me souviens avoir reçu une lettre d'un lecteur de New York à l'époque sur ce papier-là pour me dire aucun journal américain n'avait pris la peine d'aller faire le tour de la colline. Et moi, j'étais avec un collègue canadien. Ça n'avait rien d'héroïque. Hein. C'était vraiment une petite balade. Mais, mais voilà, il y a des faits qui permettent de contredire certains mots. Et donc, on n'a pas le choix. On est obligé de s'accrocher aux faits. C'est d'ailleurs l'honneur de notre profession, tout en sachant que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que j'ai souvent dit que si vous avez un scoop énorme, mais que vous êtes tout seul pour le raconter, personne ne vous croira. Vous racontez un drame terrible que personne d'autre ne voit. Vous avez le scoop de l'année, du siècle. Ça ne sert strictement à rien. Vous allez faire le papier le plus bouleversant, le plus choquant, le plus intéressant qui soit. S'il n'y a pas une communauté de reporters avec vous qui témoignent que ce que vous avez vu n'est pas inventé, et ça, c'est vieux comme Hérode, quoi. Ça a toujours été le cas. Le journalisme reste un travail de meute, en fait. Et ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul. Alors moi, je préfère voir une fois de plus le verre à moitié plein. C'est-à-dire que je pense que justement cette abondance de fake news, de distorsion de la réalité, ça rend encore plus important et nécessaire et vital le travail de journaliste, de journalisme, en effet, de terrain, d'enquêteurs. Et on a tous, je ne sais plus comment ça s'appelle dans tous vos journaux, mais on a tous créé, ça nous a tous forcés à créer des services de vérification des faits. Hein. Chez nous, ça s'est d'abord appelé pendant longtemps Désintox, maintenant ça s'appelle Check News. Alors évidemment, on ne peut pas tout vérifier, mais il y a un moment où on arrive à voir à peu près quelles sont les loufoqueries et quels sont les trucs qui méritent vraiment qu'on check, qu'on vérifie. Ça force aussi à vérifier encore plus. Évidemment, le journaliste est censé, le boulot du journaliste, on dit qu'une info doit être recoupée 3 fois au moins avant d'être donnée. Ça force encore plus à être encore plus attentif, encore plus sérieux. Et ça, je trouve que ça fait toujours du bien. Rester vigilant, c'est parce que c'est tellement, il y a un moment où, avec le temps, on peut lâcher la vigilance. Non. Là, on doit être à chaque seconde vigilant de tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on donne comme information. Et puis, regardez, CNews est en train de baisser. Ça, c'est jouissif. Enfin, je veux dire, non, mais Beaucoup, hein. tous les petits plaisirs sont bons à prendre. Hein. Excusez-moi, mais dans le monde dans lequel on vit, ça veut dire qu'il y a un moment où quand même, les gens se rendent compte que quand même, quand il se passe un truc énorme comme la guerre dingue dans laquelle on est plongé là depuis 2-3 mois, qui concerne le monde entier et parce que finalement Gaza, il y avait peut-être des gens qui se sentaient pas très concernés en France, donc qui suivaient pas ça au jour le jour. Mais là, ne serait-ce qu'à cause du prix du coût du carburant, tout le monde est devant sa télé, tout le monde veut essayer de comprendre ce qui se passe, s'il va pouvoir partir en vacances l'été prochain, etc. Et là, je crois que tout le monde a compris qu'il valait mieux quand même écouter France Info ou France 5 que CNews, et que c'était là où on avait les infos les plus sérieuses. Et donc, ça veut dire quand même qu'il y a un moment où les gens finissent par comprendre que là où est vraiment le travail sérieux, et ça donne encore plus de valeur tous les journaux que l'on représente, qui sont quand même un gage
un gage de sérieux et de crédibilité, même si on a tous fait des erreurs à un moment ou à un autre, mais quand on le fait, on s'excuse et voilà. Donc voilà, moi, ça me rend plutôt, bizarrement, ça me rend plutôt optimiste, mais je crains d'être un peu solitaire là, sur ce coup-là. Non, je suis un peu comme toi. Je voudrais voir aussi le verre ni trop vide ni trop plein. C'est-à-dire que oui, on est devenus des cibles pour tous les manipulateurs de tout poil, et c'est vrai que ça nous oblige à une vigilance et à une prudence renforcée. Et on a donc aussi au monde un service qui essaie de faire comme ça on les appelle les décodeurs chez nous, pour essayer de déconstruire ces espèces de vérités toutes prêtes qui circulent sur les réseaux, qui sont en fait des montages, des mises en scène. Mais en même temps, tout ce qu'il y a sur les réseaux, c'est aussi ça qui nous a permis de contourner ce phénomène de boîte noire, de pays interdits auxquels on est confronté de plus en plus aujourd'hui dans notre travail. On n'aurait pas couvert la Syrie, la guerre civile syrienne comme on l'a couvert, s'il n'y avait pas eu Facebook, Skype à l'époque. Les conversations passaient beaucoup sur Skype, les réseaux sociaux. Alors évidemment, il y avait à prendre et à laisser, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui nous ont permis de relater cette guerre civile et le soulèvement anti-Bachar et sa répression. On a réussi à faire ce récit-là, alors que 40 ans plus tôt, le massacre de Hama, personne n'y était, et on n'a rien vu, on n'a rien su. On l'a su 10 ans après, ou non, je crois qu'il y avait Serge Chalandon qui était passé pour Libé. Voilà quoi, mais voilà, l'événement est tombé un peu dans un trou noir. Et aujourd'hui, même si on n'arrive pas à mettre les pieds en Syrie, en Iran, à Gaza, mais plein d'informations nous parviennent, et grâce à ça, on arrive quand même à tisser un récit, alors qui est souvent un peu en retard par rapport aux faits. Mais bon, vaut mieux avoir 2 jours de retard que de ne pas du tout relater un événement. Et puis des fois aussi, il y a des choses qu'on n'arrive pas à vérifier, donc on va s'abstenir. Mais malgré tout, voilà, donc les réseaux sociaux peuvent être autant un gouffre qu'un tremplin pour nous face à cette tentation des régimes autoritaires aujourd'hui de fermer l'accès complètement, de transformer un pays en un trou noir, quoi. Je rebondis sur ce que dit Benjamin pour aussi affirmer que un des obstacles dans la couverture de ce Moyen-Orient, c'est justement les agissements, la répression exercée contre les journalistes, mais aussi contre les citoyens par les régimes autoritaires. Nous, à titre, pas seulement. Oui, oui, oui. À titre d'exemple, nous, on a un correspondant à Téhéran avec lequel on a perdu tout contact pendant 3 semaines. 3 semaines parce qu'il y avait un blackout numérique total après les manifestations et leur répression. On a commencé je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous avez suivi les infos en Iran à cette période-là, en début d'année. Le soir du 8 et du 9 janvier, le pouvoir a tout coupé et des personnes ont été, notamment des manifestants, ont été tués par centaines, voire, selon certains chiffres, certaines sources, par milliers. C'est difficile à vérifier ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cet exercice qui est fait, dans notre métier, le fait que de ne plus avoir de contact avec un correspondant sur place, ça complique aussi la donne.
comment rapporter les faits, comment s'assurer que ce qui nous parvient par le biais, par bribes, par le biais de réseaux sociaux, de vidéos qui ont fuité, qu'on puisse le vérifier sur place, le croiser, ce qu'on a pu voir avec quelqu'un en qui on a confiance, qui est sur place. Donc, il y a cet obstacle-là, et par rapport aux faits. Mais je suis d'accord avec Benjamin. Moi aussi, je suis un tout petit peu optimiste avec Alexandra. Il y a pas, c'est une vague, c'est une vague déferlante. Les fake news, là en plus, empowered by l'intelligence artificielle. Donc, l'autre jour, je regardais, j'étais sur la page Twitter de l'armée israélienne, et je voyais des villages libanais détruits. Enfin, je veux dire, d'un point de vue visuel, j'ai senti que c'était un montage, c'était de l'intelligence artificielle. Et je me suis dit, si les institutions commencent à utiliser l'intelligence, après, je ne suis pas sûr j'ai pas la confirmation, mais en regardant la vidéo, j'ai demandé à des collègues s'ils avaient la même impression que j'ai eue. Et c'était assez unanime. Donc voilà, on est confronté évidemment à ça, et c'est un vrai défi, mais c'est aussi un tremplin, c'est aussi comme ça qu'on a pu, voilà, qu'on a pu avoir des informations sur l'Iran, sur la guerre en Iran, même sur la guerre, durant la guerre à Gaza. On a eu les récits de journalistes sur place qui ont été publiés. Enfin, je veux dire, à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où il n'y avait pas cette mondialisation de l'information, ça n'aurait pas été possible, en fait, d'avoir des récits de l'intérieur quand il n'y a pas de journalistes voilà, occidentaux qui peuvent. Ouais, en fait, enfin, la guerre de l'information, elle a toujours existé. Elle continue à exister aujourd'hui avec des moyens décuplés par certains États qui les utilisent. Quand on parle de Trump, effectivement, sa stratégie, c'est vraiment la vérité alternative. Et ça a une puissance énorme de frappe, finalement, par ses tweets, mais aussi par tout un tas d'enchaînements ensuite des télévisions et malheureusement aussi la façon dont nous, les médias, on est un peu à l'affût du moindre tweet de Trump. Et ça, on participe quelque part aussi de sa puissance de destruction de l'appréhension de la réalité des faits. Puisque pour Trump, effectivement, la réalité, la vérité alternative, c'est donc la vérité d'une opinion face pour lui, c'est une opinion contre une autre opinion. Et finalement, son opinion va gagner s'il a la capacité de l'imprimer, alors principalement dans les cerveaux des citoyens américains, mais on peut être aussi des victimes collatérales de ça. On a donc, si on élargit un petit peu le spectre, en fait, ce rapport à l'information, là encore, je me tourne vers vous, c'est-à-dire, en fait, nous, on est des acteurs, mais je dirais, il y a une énorme responsabilité ou voilà, un énorme enjeu qui est dans les consommateurs d'informations. Et là, nous, à la Croix, donc, on publie chaque année un baromètre sur la confiance des Français dans les médias. Donc, il y a une très mauvaise nouvelle, c'est que les Français n'ont pas confiance dans les médias. En gros, les 2/3 n'ont pas confiance dans les médias. Il y a une bonne nouvelle, c'est que ça fait 35 ans que ça dure. C'est-à-dire qu'en fait, ce sondage existe depuis 35 ans et en gros, le niveau était le même. Donc, ça veut dire que au temps de l'ORTF, déjà, on se méfiait des médias. Donc, ça veut dire que quel que soit un peu le registre, l'organisation des médias, et malgré l'extrême variété des médias en France aujourd'hui, il y a ce réflexe de défiance qui est peut-être aussi un réflexe finalement de bon sens aussi, c'est-à-dire en fait ce que montre le baromètre, c'est que c'est une défiance vis-à-vis des médias dans leur globalité et qu'en revanche, il y a des relations de confiance qui peuvent être très fortes vis-à-vis des médias que chacun se choisit. Donc, celui qui regarde le 20h de TF1, il a super confiance dans Gilles Boulot.
celui qui regarde, je ne sais pas, France 24, il adore, voilà, il y a vraiment un lien très fort. Et je ne parle pas de tous nos journaux. Évidemment, ils ont très, très confiance dans nos journaux respectifs, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, quand on les interroge sur qu'est-ce qui pourrait être fait pour restaurer, pour améliorer encore la confiance, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a posé spécifiquement la question en janvier dernier, eh bien, c'est messieurs, mesdames les journalistes, surtout, distinguez bien les faits des commentaires. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire c'est quand même ce qu'on fait nous. Et on parlait de CNews tout à l'heure. Ce que ça montre, c'est que CNews, qui fait tellement le buzz, en fait, c'est un positionnement de niche. C'est-à-dire, effectivement, eux, ils jouent au contraire sur le mélange fait-commentaire, évidemment, dans une vision très orientée. Mais finalement, ils ne répondent pas à l'attente majoritaire des Français qui nous disent non, non. Distinguez bien, moi je veux pouvoir me faire mon opinion moi-même, présentez-moi les faits et je me ferai mon opinion ensuite. Donc ça, voilà, je ne sais pas si c'est ça qui explique la baisse relative de CNews, mais en tout cas, ça montre bien qu'ils sont pas, ils sont sur un positionnement très étroit qui n'intéresse pas, en fait, une grande majorité des Français ne regardent jamais CNews. Donc là aussi, il y a un effet bulle médiatique peut-être dont il faudrait se méfier. Et puis ensuite, dans les solutions, voilà, on a posé des questions. Est-ce qu'il faudrait plus de régulation aussi des médias? Mais ça, vous, les Français, vous n'êtes pas très d'accord. Et vous avez une sorte de réticence par rapport à ça, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'informer. Donc, à la limite, vous préférez être dans un paysage médiatique flou, où il y a pas mal de fake news et tout ça, mais vous vous dites, mais moi, je saurais bien retrouver la bonne info. Et aussi, il y a tout un débat qui a été lancé, vous savez, sur le donner des labels que les journaux, finalement, qui est une sorte que la profession s'organise en quelque sorte pour que chaque média, finalement, se mette en situation d'avoir un label de qualité, en fait. Et donc, c'est une initiative qui avait été lancée par Reporters sans frontières. Et eh bien, ça prend pas tellement dans le monde des médias. Il y a beaucoup de réticence. Et même quand on interroge là aussi les Français, cette idée du label, c'est-à-dire non, mais on va mettre un label sur les médias, comme ça vous saurez où est la bonne info. Ben là aussi, il y a un réflexe, ouais, mon œil, on va encore nous dire ce qu'il faut regarder. Voilà, donc il y a quand même deux façons générales cette attitude de toute façon, je me débrouillerai bien, moi, à titre perso, pour trouver la bonne info. On ne va pas se plaindre que le public ait de l'esprit critique, bien au contraire. Mais il y a une chose qui me paraît très importante, c'est que on devrait se battre davantage, public et médias, pour préserver l'accès au terrain, qui est de plus en plus limité, de plus en plus fermé. Or, la première valeur ajoutée de médias comme les nôtres, c'est de dire aux gens, l'endroit dont on vous parle, on y est. On n'est pas en train de spéculer en branchant notre ordinateur dans notre cuisine. On y est. Et à partir du moment où on ne peut plus y être, on ne peut plus y être à Gaza, on ne peut pas être en Iran, alors on contourne toujours. On a d'excellents journalistes qui parlent farsi, qui arrivent à téléphoner, on fournit des VPN à certains Iraniens qui ont le courage de nous parler, qui nous envoient des textes. On contourne, mais ce n'est pas pareil. Et en nous privant de ce droit et de ce privilège, qui est un privilège coûteux, à la fois financier, mais aussi en termes de risque pour nos journalistes, on nous ramène en fait au plus près de l'influenceur de base qui est branché dans son appartement en face et qui nous raconte le monde parce qu'il sait tout. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que là, il y a un enjeu de crédibilité pour les médias, il y a un enjeu même de démocratie. N'hésitons pas, les grands mots. Et je pense que, je sais pas comment il faut faire ça. C'est vrai que le droit international n'a plus tellement la cote. C'est peut-être pas le moment d'ajouter une obligation d'accès aux médias, mais je me mets à rêver moi aussi. Je vais faire court. Déjà, bravo à Courrier International. Moi, je suis abonné à Courrier International et je trouve que justement, pour moi, c'est le meilleur média parce que justement, c'est un point de vue international et c'est pas franco-français qui souvent, moi, me fatigue. Donc, bravo à vous, première chose. Et deuxième chose, je voudrais rebondir sur un fait, c'est-à-dire qu'on a souvent des enquêtes en France sur des réseaux d'influence
qataris, des réseaux d'influence iraniens, etc., algériens, marocains, etc. Mais jamais aucune enquête, alors peut-être pour moi le contraire, sur les réseaux, les groupes d'influence, les groupes de pression israéliens en France. Je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que c'est par peur, par lâcheté, par pression? Quelle raison vous ne parlez jamais des réseaux d'influence, des lobbies israéliens en France? Merci. Ok. Bonjour. Alors, j'ai deux questions, mais les deux sont rapides. La première, c'est un mot que vous avez utilisé, le mot récit, qui, du coup, puisqu'on se questionne sur les mots, m'a interrogé parce que quand on parle de récit, est-ce qu'il n'y a pas une idée de réorganisation? Récit, c'est pas fait, quoi. Voilà. Et pour la deuxième question, qui rebondit plutôt sur ce que vous avez dit, Philippe, dans votre dernière partie, sur les gens qui sont branchés dans leur salon. Quel est le rapport des journalistes que vous êtes à ces OSINTers? Donc l'OSINT, ça a vraiment la cote Open Source Intelligence. Ces 1000 blogueurs qui parlent par exemple de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et voilà, qu'est-ce que vous faites de ces sources? Est-ce qu'elles en sont Ma question, elle est un peu simple. Donc, je suis depuis 40 ans en France, et même quand j'étais en Algérie, avant de devenir français, je lisais, j'arrachais Le Monde à l'époque, Libération et certains journaux français qu'on a. C'est très difficile de les avoir. Et j'ai constaté une chose, c'est que quand vous abordez, et notamment le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, vous avez une seule source d'information. C'est-à-dire, vous ne demandez jamais aux acteurs différents que étatiques, c'est-à-dire les opposants, les associations, les ONG, quel est leur témoignage des faits. On voit avec l'Iran, on voit avec Gaza, nous n'avons jamais entendu les Libanais s'exprimer de l'affaire de Gaza, c'est-à-dire qu'ils ont assisté à des événements, ils ont vu des choses. Les Égyptiens, pareil. Et est-ce que c'est un problème occidental ou un problème, vous n'arrivez pas à interroger les acteurs inhabituels pour avoir l'information? Je vais évoquer le contexte politique et votre position Deuxième série. entre les auditeurs et les lecteurs et les positions éditoriales peut-être, ou simplement le gouvernement français et les grandes sociétés qui possèdent certains de vos journaux. Alors, franchement, si ça doit être... Vraiment, je suis ravi de vous entendre parce que ce qui se passe en France à propos de ce qui se passe au Moyen-Orient et dans les chaînes télévisées, et je vais inclure France 24 qui ne nous montre que les soldats israéliens qui font leur travail et la gueule de Netanyahou trop souvent. Mais votre travail, et Benjamin, je vous ai parlé une fois près de la Concorde, et Hala aussi, vous faites des travaux incroyables avec des difficultés à être équilibrés pour votre lectorat et tout ça. Alors, comment vous positionnez par rapport à ce qui se passe en France, la honte du déni, de tout ce qui se passe à Gaza? Parler sur la défiance des médias, moi je voulais juste dire qu'à un moment, effectivement, j'ai fait comme de Villepin, je devais googliser Gaza parce que j'avais pas d'infos. Et ça m'avait vraiment choqué. Et sur la religieuse qui a été frappée à Jérusalem, ça m'a énormément choqué. Macron a reconnu la Palestine. Qu'est-ce qui l'empêche de demander à être invité en Palestine? Oui, bien sûr, il y a une influence israélienne et des Juifs de France qui font pas nécessairement corps avec la politique de Benjamin Netanyahou, mais qui défendent Israël globalement. Tout le monde le sait. C'est vrai que c'est pas un sujet qui fait la une des journaux tous les jours. En même temps, les groupes d'influence, il y en a de toutes sortes, dans tous les sens. Ce ne sont pas nécessairement eux qui déterminent ni la politique, ni la ligne éditoriale des médias. Et je crois que malgré le déchaînement orchestré depuis Jérusalem par Netanyahou et largement relayé en France par ces groupes d'influence
contre la reconnaissance de l'État palestinien, on a vu que finalement la France avait quand même reconnu l'État palestinien. Alors, est-ce qu'on est prudent sur ces sujets? Oui, on est prudent, il faut reconnaître. On est prudent, on ne veut pas se faire accuser de mots qui salissent. Et ça va vite. Ben, oui, par rapport à des critiques qui pourraient vous en valoir en retour, qui vous disqualifient. Non, mais juste un mot. Je te passe le micro. Je pense aussi qu'on est, par exemple, très en dessous de la main sur la description de la droitisation de la société israélienne depuis le 7 octobre 2023. C'est un phénomène, ce n'est pas un fait brutal, mais c'est un phénomène qui prend des proportions impressionnantes quand vous allez sur place, surtout quand on y a vécu comme moi il y a 20 ans, et qui est sous-traité. Et donc, du coup, Israël garde l'image de la seule démocratie au Moyen-Orient, etc. Voilà, les médias ne sont pas sans défaut, hein, ni sans reproche. Donc, un peu d'esprit d'autocritique. Je n'ai pas l'impression non plus que l'on ne dise pas les choses. Simplement, regardez quelqu'un comme Meir Habib, par exemple, qui était vraiment un des représentants éminents de toute la sphère d'influence israélienne en France. Je crois qu'il était évident pour tout le monde, enfin, personne ne le cachait, les journalistes non plus. Après, en effet, des lobbies, vous en avez partout. Et je pense que ce qui est important, c'est davantage de raconter ce qui se fait, ce qui se passe dans le pays. Je trouve que la droitisation de la société israélienne, on l'a plutôt tous raconté, il me semble, hein, parce que c'est tellement évident. Enfin, c'est tellement évident. Ah, si, je pense quand même que l'image d'Israël dans le monde entier, elle en a pris un coup. Je pense que, là encore, moi, je crois quand même à une certaine sagesse, intelligence des gens. Et il n'y a pas forcément besoin de montrer du doigt, parce que ça peut être dangereux. Il y a tellement de gens qui sont prêts à se précipiter pour aller pendre, clouer au pilori quelqu'un. Je pense que c'est pas bien. Il faut pas qu'on utilise. Oui, bien sûr, c'était pas contre toi. Mais il faut pas qu'on utilise les mêmes procédés. Regardez Itamar Ben-Gvir, le ministre suprématiciste israélien, qui se balade avec une corde du pendu sur sa veste pour bien montrer qu'il est pour la peine de mort pour les Palestiniens. Enfin, voilà, nous, on vaut mieux que ça. Enfin, on vaut tous mieux que ça. On n'a pas besoin forcément parfois de dire lui, il travaille, ou elle travaille pour. Il y a en effet des gens, des institutions qui sont là pour représenter Israël en France. Je crois qu'ils sont assez bien. Enfin, on sait à peu près tous, on est tous capables de dire qui ils sont, mais je ne suis pas sûre qu'il faille, dans cette ambiance très hystérisante et où les gens sont assez prompts à se sauter à la gorge et à montrer du doigt quelqu'un, un possible ennemi, je ne suis pas sûre qu'il faille se livrer à ces pratiques-là. En revanche, raconter les faits, raconter justement Ben-Gvir avec sa corde sur le... Voilà, ça suffit. Oui, enfin, je pense sur la question des réseaux d'influence, la difficulté, c'est que les réseaux d'influence qataris ou russes, ou je ne sais pas ce que monsieur mentionnait, dans le cas israélien, la difficulté, c'est on est confronté en France à une communauté juive qui a parfois aussi la nationalité israélienne. Et donc, faire la part des choses entre l'influence stipendiée rémunérée, qui serait un travail d'entrisme, de manipulation de l'opinion, et puis ce qui relève du débat d'opinion, bon, c'est pas toujours simple à marquer, mais bon, c'est vrai qu'il y a une prudence sur ce sujet qui est réel. Sur le mot de récit, moi je le prends en compte, le mot de récit. On est des tout petits historiens de l'instant ultra présent.
Oui, on construit un récit avec des faits. Utiliser le mot récit, ça ne veut pas dire qu'on est dans le storytelling et qu'on va raconter des histoires, mais on va, comment dire, développer une intelligence des faits, reconstruire une dynamique d'événements qui va déboucher, je ne sais pas, sur la chute de Bachar el-Assad, par exemple. Donc, on a tous fait le récit de la chute de Bachar el-Assad. Et le mot récit est pas infamant, je ne crois pas, non. Sur le beau récit, pour rebondir, en fait, effectivement, il est utilisé dans deux sens différents. Dans un sens journalistique, le récit, c'est un outil du journalisme, comme il peut y avoir l'interview, le fait d'écrire un portrait. Et donc, le récit, ça va être aussi le souci, notamment quand on est sur des très longs papiers, ça va être le souci d'emmener le lecteur ou la lectrice jusqu'au bout du papier. Et donc là, on assume effectivement de chercher, d'avoir des relances au milieu des articles, d'avoir un peu une construction qui va faire que l'intérêt du lecteur et de la lectrice va être soutenu jusqu'au bout, mais parce qu'on se dit qu'il y a, il y a quelque chose d'important et qu'il faut prendre du temps pour ça. Et puis après, il y a le récit au sens plus utilisation par les politiques. Et donc là, effectivement, on est dans la bataille du récit, dans le fait que tout pouvoir politique aujourd'hui, il y a un vrai enjeu non pas de façonner la réalité, mais en fait d'être maître déjà du discours sur ce qu'il fait lui-même. Enfin voilà, donc ça, ça fait partie un peu du coup, par rapport à nous, journalistes, l'enjeu, c'est de déconstruire justement ce récit-là. Voilà, mais effectivement, le mot prête à confusion. Après, juste un petit mot, j'ai pas bien compris la question sur l'Algérie, mais ce que je me dis, l'élément de réponse que j'ai, qui m'est venu comme ça, et je ne sais pas du tout si je vais répondre à votre question, c'est que en tout cas, l'Algérie est l'un des pays les plus difficiles à couvrir, en fait. C'est très étonnant parce que c'est un pays, vous le connaissez mieux que moi. Et bon, voilà, il y a tellement de proximité, il y a tellement d'échanges, il y a tellement de connaissances réciproques. Mais d'une part, vraiment, j'ai à plusieurs reprises rencontré des experts de l'Algérie qui m'ont dit, mais je ne connais pas de régime plus opaque au monde. C'est presque pire que la Corée du Nord, c'est une boîte noire. Donc, on ne sait pas qui prend les décisions. Et puis ensuite, nous, journalistes, on n'arrive pas à avoir des visas pour y aller. Donc, là aussi, on peut passer des coups de fil, comme vous dites, à des acteurs de la société civile. Lorsqu'il y avait l'Irak, il y avait des personnes un peu identifiées qu'on pouvait appeler. Mais voilà, c'est un pays très, très, très compliqué. Là, récemment, justement, il y avait le pape qui est allé en Algérie. Donc, nous, à la Croix, on a réussi à avoir un visa. Mais la consoeur qui est allée a été cueillie à l'aéroport par une voiture officielle qui l'a emmenée directement dans son hôtel. On lui a dit, vous quittez pas la délégation du pape. Et elle s'était débrouillée pour rester 2 jours de plus en se disant, comme ça, je vais pouvoir ensuite travailler un peu, rencontrer hors dehors de ce contexte. Et elle n'a pas pu, elle était fliquée en permanence, quoi. Bon, on a beaucoup, tous nos journaux, on interviewe beaucoup d'ONG, de la société civile. Oui, justement, c'est pour ça que le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, on n'arrête pas, que ce soit dans le Figaro, Le Monde, Libération. Par exemple, Gaza, le Médecins sans frontières, quand il allait à Gaza, on les débriefait quand ils sortaient pour leur faire raconter ce qu'ils avaient vu. On n'arrête pas. En Égypte, les opposants, on appelle tous ces gens-là en permanence. Vous êtes très courageuse sur les médias, etc. Je vous cite un exemple. Ça fait des mois et des mois qu'on se bat. Moi, en tant qu'anthropologue, je me bats pour que, ici en Occident, on doit entendre la voix des opposants du Moyen-Orient. Par exemple, l'Égypte. Chaque 2 mois, il y a l'ancien candidat au présidentiel égyptien qui vient visiter la France et aucun journal ne voulait entendre sa vision des choses, sachant que ce gars, 2 ans à l'avance, il a prédit le printemps arabe. Là, avec les événements de l'Iran et du Moyen-Orient, il prédit un changement important dans la région. Mais on n'entend pas.
On n'entend pas les Tunisiens. J'ai vu même avec une journaliste, elle m'a dit oui, la Tunisie maintenant, ça nous pose un problème. Mais on n'entend pas. On n'entend pas de la Tunisie. Ce qui se passe en Tunisie, c'est très, très, très Bien sûr. préoccupant. Non, mais le drame, monsieur, c'est qu'en ce moment, c'est préoccupant dans plein de. Il y a un nombre de plus en plus Il y a important des de soucis pays en France, qui il se ferment. y a des opposants ici, Oui, oui. des anciens ministres, des anciens conseillers, des députés, etc. On ne leur demande pas leur avis sur ce qui se passe. Non, mais je comprends très bien ce que vous voulez Voilà, dire. Le problème. c'est cette source qu'on néglige. Et j'ai vu ça avec Gaza parce que j'ai rencontré j'ai des amis libanais, des amis égyptiens qui recevaient le jour même des infos de Gaza. Et ces infos, on les trouve nulle part. Ah, mais là, en revanche, là, je me porte en faux, monsieur. Là, vraiment, sur Gaza, je crois qu'on a fait parler tout ce qui était possible de faire parler des opposants, des ONG. Vraiment, là, on a fait le boulot. Le problème en ce moment, et ça, c'est vrai, c'est un vrai problème, c'est qu'il y a tellement de drames, de tragédies, de pays qui se ferment. C'est vrai que parfois, c'est vrai, la Tunisie, c'est terrible ce qui se passe en Tunisie, en Algérie aussi. Mais voilà, on n'est pas, tous les jours, on ne peut pas parler de tout ce qui se passe, de toutes les tragédies du monde. Donc, on essaye, en effet, de profiter d'une actualité, quand il y a une actualité, pour nous emparer du sujet, creuser. Les reporters, on a envoyé, vous parliez du Soudan tout à l'heure, c'est un drame absolu. On a réussi à envoyer quelqu'un au Soudan, mais il ne peut pas y passer toute l'année. Donc, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, pour nous, journalistes qui couvrons l'international, c'est très compliqué parce que tout est important, tout est intéressant, tout est tragique, mais simplement, voilà, voilà, on ne peut pas tout couvrir tous les jours, mais je comprends ce que c'est un souci. Je voulais revenir sur le déni de Gaza. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un déni de Gaza. Je pense qu'il y a couverture, madame. Mais enfin, madame, alors là, le monde, ben oui, non, mais le monde a fait un travail remarquable. Je pense qu'à Libé, on a fait ce qu'on a pu. Oui, mais les chaînes de télévision, elles n'y sont pas et elles sont. Mais regardez tous les débats qu'on a fait sur France 5, j'en ai fait, on en a fait ensemble sur France Info, on a fait très souvent. Ah, mais le problème, bien sûr, mais le drame, madame, c'est que je pense que très vite, il y a eu une espèce de sentiment d'impuissance. Et notamment, qu'est-ce que les gens devant leur télé, devant leurs journaux, qui avaient l'impression qu'ils ne pouvaient rien faire. Et malheureusement, l'impuissance, j'ai peur, parfois, ça engendre de l'indifférence, parce qu'on se dit, mais de toute façon, je ne peux rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le drame. Mais je pense qu'il y a une vraie conscience. Je crois qu'à Gaza, il s'est passé une tragédie, il continue à se passer une tragédie absolue. Non, je ne pense pas qu'il y ait de pression du gouvernement français. D'ailleurs, le gouvernement français, vous avez vu que Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, c'est pas l'amour fou. Bon, je voulais juste rebondir sur la question par rapport au récit et aux faits. Je ne sais pas qui l'a posé, mais dans les formats journalistiques, le récit existe. Oui, c'est ce que les récits écrits à la première personne, il ne faut pas confondre. Enfin, c'est aussi le problème, si je peux me permettre, c'est que les lecteurs et les auditeurs aussi, j'ai l'impression que parfois les choses sont un peu brouillées dans leur tête. Si je peux me permettre. Voilà. Non, c'est-à-dire que non, mais c'est vrai parce que il y a la dépêche, ce dont Daphné nous a parlé tout à l'heure. Il y a le reportage, il y a l'analyse, il y a le récit, et ça existe, c'est différents genres différents genres journalistiques. Donc nous, les récits, faute justement de faits, parfois sur Gaza, étaient le seul moyen de donner voix à des personnes sur place qui peuvent raconter des choses. Ils racontent pas forcément des faits, ça ne parle pas de faits, ça parle de leur quotidien, ça parle de leur souffrance,
ça parle voilà, surtout de ça, de donner en fait la parole aux premiers concernés par cette guerre. Ça, c'est par rapport à cette question. Pour les groupes de pression en France, enfin, moi, comme à Courrier International, encore une fois, on traite avec la presse étrangère. Nous, on ne peut pas faire d'enquête sur les groupes de pression ou les lobbies juifs en France. Mais ce que j'ai vécu, moi, personnellement, c'est, comme d'autres confrères, j'imagine, c'est des mails qu'on reçoit, des mails de lecteurs qui peuvent parfois nous traiter d'antisémites alors qu'on ne fait que rapporter des faits. Aussi, l'ambassade d'Israël en France, le département de communication est assez actif sur les réseaux sociaux. Voilà, on a été à Courrier International, on a une fois, en tout cas, identifié un commentaire du responsable de la communication qui disait qu'on mettait les bourreaux et les victimes au même niveau, ce qui est complètement faux, parce qu'on a eu de cesse de faire publier des reportages sur les conséquences, sur le 7 octobre et sur les conséquences, les répercussions désastreuses sur le plan psychologique parmi les survivants et sur les otages, les proches des otages, leur attente extrêmement difficile de leurs proches. Donc, c'est pas vrai du tout, mais c'est vrai j'ai senti, en tout cas, on sent qu'il y a une pression. Il y a aussi, dans le conscient et l'inconscient collectif, ça je l'ai remarqué depuis que j'habite en France, parce qu'avant j'étais à Beyrouth, le mot antisémite, c'est un épouvantail, tout comme le mot génocide. Et en fait, dès qu'on est... alors, il y a les faits, mais dès qu'on émet une opinion anti-Netanyahou ou anti-politique contre ce que le gouvernement israélien fait, on est taxé d'antisémitisme. Et je trouve ça assez dingue parce que c'est le mélange des genres, moi je trouve ça très, enfin à la limite de la malhonnêteté, Non, ça a piétiné, je pense. Bien sûr, voilà. Donc les groupes de pression existent, mais je pense que mes confrères sont mieux placés pour parler de pourquoi il n'y a pas d'enquête, vu que nous on n'en fait pas. Alors, l'OSINT, c'est donc Open Source Intelligence. Donc, c'est du renseignement qui n'est pas de l'espionnage secret, qui est disponible sur le... C'est surtout, en fait, pour faire des cartes, Par exemple, c'est comme ça quand vous publiez la liste, enfin, la carte du détroit d'Ormuz avec le nombre de bateaux où ils sont, etc. Voilà. C'est ce genre de choses. On a monté, nous, j'ai en mémoire une enquête, par exemple, dans le Donbass occupé, qui nous a pris presque un an, avec de l'OSINT et du reportage et des témoignages, sur comment les Russes confisquent les appartements, les logements des gens qui ont fui côté ukrainien pour les redonner à soit des nouveaux venus de Russie, mais on a fait un recensement très précis avec le nombre d'appartements, leur localisation, etc. Bon, voilà. Source satellitaire. Ah mais Macron à Gaza, c'est vrai que c'est une question pour la diplomatie française. L'armée israélienne s'est retirée. Voilà, mais il pourrait aller frapper à la porte du terminal d'Erez ou de ce qu'il en reste pour demander la permission de rentrer dans Gaza. Ouais. C'est vrai, mais bon, ce serait un acte politique. Ouais. D'abord, je voudrais juste dire que je travaille sur, je prends un peu de recul parce que je travaille avec un petit groupe de recherche sur la couverture des médias européens sur Gaza. Donc, c'est un peu, vous êtes en plein dans mon sujet là. D'ailleurs, je connais certains d'entre vous.
en fait, on a fait une comparaison plus spécifiquement, moi j'habite en Allemagne, donc plus spécifiquement entre les médias allemands, italiens et français. Et je voudrais dire que oui, si on compare à l'Allemagne, on fait pas pire hein, que la façon dont a été couvert Gaza en Allemagne. Ceci dit, j'ai été quand même très étonnée. Alors bien sûr, on a un très bon casting ici et individuellement, je vous écoute parler de vos pratiques, de votre discipline, de la façon. En vous écoutant, on croirait vraiment que Gaza était parfaitement bien couvert. Et oui. Non, mais dans vos journaux respectifs. Et je voudrais dire que c'est quand même pas forcément le cas. Et surtout, je voudrais dire, parce que je veux pas émettre un jugement personnel, mais quand même par rapport enfin, on est sur une grosse étude, on a des data, enfin, des données, etc. Les représentations aussi. Et vous l'entendez un petit peu ici dans les questions, c'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément eu l'impression ou ressenti que Gaza était bien couvert. Et je comprends, Madame Schwarz-Roth, ce que vous dites. Et je sais qu'individuellement, d'ailleurs, il y a un tel écart entre ce que les comment on dit, audiences, les readership, Les lecteurs. le public a pu lire ou croire. Enfin, moi, je suis même arrivée ici, je me rappelle quand j'ai fait mes premières interviews en France, tout le monde me disait, mais c'est épouvantable. On ne lit même plus la presse. Alors évidemment, du coup, les gens ne lisent plus la presse, donc en plus, ils savent même pas ce qu'il y a eu de bien dans la presse. Oui. Ouais. Mais je voudrais dire que quand même, c'est quelque chose. Bon, ça, je sais, c'est pas une question, mais je voulais quand même dire ça parce que parce que je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses en plus et que les choses ont quand même beaucoup changé. Par exemple, là, on fait une étude spécifique sur le cas de Hind Rajab et c'était début 2024. Et je vous assure que je vous entends parler maintenant à ce qui se passait en 2024, c'était quand même assez incroyable. C'est-à-dire, et je regrette que votre collègue de l'AFP soit plus là, parce que la façon dont l'AFP quand même a influencé la couverture sur son cadrage de Gaza était quand même assez intéressante, disons. Enfin, mais bon, c'est une longue conversation. J'ai une question. Est-ce que votre impression est partagée par vous autres? Est-ce que dans le public ici, vous sentez que sur Gaza, il y a eu une sous-couverture? Ouais, je peux apporter un élément de réponse parce que dans le baromètre justement sur la confiance dans les médias dont je vous ai parlé tout à l'heure, on pose la question sur est-ce que tel événement est bien couvert? Oui, non. Et donc sur le conflit à Gaza, c'est l'un des sujets sur lequel alors il y a du 20% qui va estimer que c'est pas assez bien couvert et 20% qui va estimer qu'on en fait trop sur Gaza, que les médias en font trop sur Gaza. Et vous avez un bon 50% qui estime que le curseur, enfin les médias font à peu près correctement leur travail sur la couverture de la bande de Gaza. Donc je vous livre ça. Peut-être que l'audience ici est différente de l'opinion moyenne des Français, mais je vous donne l'opinion moyenne des Français. Ce qui est sûr, je crois, c'est qu'il y a aussi une distorsion entre les médias audiovisuels et la presse écrite. Et c'est bien pour ça qu'on a eu envie de faire une réunion avec des représentants de la presse écrite qui ont une façon de traiter l'actualité bien différente des médias audiovisuels. Et c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Et je pense que si tous les Français lisaient tous les médias de la presse écrite tous les jours, auraient le sentiment d'une couverture avec des trous dans la raquette, comme ça a été très bien dit, parce que les journalistes ne vont pas sur place. Mais il y a quand même énormément de témoignages de journalistes palestiniens qui, eux, sont sur place et à qui vous donnez la parole régulièrement et qui nous informent. Et donc, je crois que quand on analyse la situation, il faut surtout pas mélanger la presse audiovisuelle avec tout ce que ça implique dans des débats qui sont parfois des matchs et pas du tout des analyses, et la presse écrite qui offre quand même une possibilité de dire des choses et d'aller beaucoup plus dans le détail et dans l'analyse que ne peuvent les faire les médias audiovisuels. Mais donc, quand on parle de médias, je pense qu'il faut qu'on soit très prudent dans Excusez-moi, est-ce que je pourrais ajouter, parce que je comprends tout à fait ce que vous dites, mais il se fait qu'on a fait les différences médias écrits et médias audiovisuels, et on est bien d'accord, c'était bien pire dans les médias audiovisuels. Ça c'est très très clair.
Mais ça ne veut pas dire hein, que tout s'est si bien passé quand même. Et il Ouais. faudrait quand même que vous invitiez, du coup, que vous fassiez une table ronde avec des confrères des médias audiovisuels. Bah parce alors là, que ça va être terrible. moi, j'attire quand même l'attention. Enfin, il faut distinguer. Enfin, d'abord, un média audiovisuel, c'est la base. Il faut des images. Je vais Et donc, Non, je voulais vraiment qu'on l'enjeu d'avoir des images c'est Non, très bah, on arrête, déterminant. on arrête. C'était juste pour apporter un peu de contradiction. Il n'y a pas d'un côté la presse écrite Mais non, qui fait bien super sûr. bien son travail et la presse audiovisuelle qui est achetée aux orties. Bien Je veux quand même insister sur le fait qu'il y a des reporters audiovisuels aussi qui font un super boulot et qu'il ne faut pas mélanger avec les plateaux de télévision. Absolument. Et si vous en avez marre des plateaux de télévision, eh ben, débranchez la télé. Enfin, c'est aussi simple que ça. Hein. Absolument. On voit bien d'ailleurs avec toutes les questions qui sont là que on pourrait reprendre l'exercice, le poursuivre, le continuer, l'approfondir. C'est évident que là on a ouvert un champ qui est un champ absolument énorme à décliner avec différents médias. Enfin, il y a une masse. On pourrait se lancer dans un programme de recherche comme vous le faites, madame. C'était pas notre objectif. Notre objectif ce soir, c'était de poser ces questions parce que c'est des questions qui nous paraissent importantes. La preuve, c'est vos réactions et l'intérêt avec lequel vous êtes venus. Ce qu'on espère simplement, c'est que ça a permis justement, d'éclaircir un certain nombre de points dans la pratique, dans la façon dont les journalistes travaillent, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc, je suis sûre que vous repartez avec beaucoup plus de questions que vous n'en aviez en arrivant, mais c'est aussi l'intérêt de ce genre de réunions et de rencontres. Et en tous les cas, on espère poursuivre cet exercice sous une forme différente à décliner et on espère que vous serez aussi nombreux. Un grand merci à vous tous d'être venus. Vraiment, merci d'être venus.